Claire Dubois vivait dans une maisonnette de pierre blonde, cachée entre les collines boisées, qui bordèrent les terres agricoles de Saint-Étienne. À 27 ans, ses mains étaient déjà marquées par les saisons, sa peau tannée par le vent et le soleil, et ses yeux, d'un vert profond, portèrent la fatigue de ceux qui ont trop perdu trop tôt. Son mari, Mathieu, était mort 3 mois auparavant, écrasé par le vieux tracteur familial, dans un accident dont personne ne voulait parler. Depuis ce jour, le silence s'était installé dans la maison, entre les cris du vent et les pleurs discrets de Louis, leur fils nouveau-né. Louis n'avait que quelques semaines lorsque Claire se retrouva seule, sans terre propre à cultiver, sans famille proche, et avec les dettes d'un mari qui avait rêvé plus qu'il n'avait possédé. Le village, bien qu'attaché à ses traditions, regardait Claire avec une distance polie. Une veuve si jeune, avec un bébé, éveillait la compassion mais aussi les murmures. Elle refusa l'aumône de la mairie, déclina l'aide encombrante de la paroisse et chercha un travail. C'est ainsi qu'elle entendit parler de la maison Moreau, une ancienne propriété viticole qui offrait du travail saisonnier pendant les vendanges. Le domaine, situé à une dizaine de kilomètres, appartenait à une vieille famille, respectée mais distante. On disait qu'Étienne Moreau, le propriétaire, ne se montrait jamais, laissant les contremaîtres gérer les affaires. Personne ne connaissait vraiment l'homme derrière les murs de pierre du manoir, mais on parlait de son exigence, de sa froideur et de sa fortune. Malgré ses hésitations, Claire accepta le poste. Elle n'avait pas le luxe de refuser. Mais vint le dilemme. Que faire de Louis? Aucun voisin ne pouvait le garder. Laisser un nourrisson seul n'était pas envisageable. N'ayant pas d'alternative, elle emballa le bébé dans un tissu épais, le coucha dans un panier en osier doublé de couverture et le porta contre elle, espérant qu'on ne la renverrait pas sur le champ. Elle arriva au domaine Moreau un peu avant 7 heures du matin. La brume couvrait encore les rangées de vignes et l'air sentait l'herbe mouillée. Un contremaître, un homme massif au visage fermé, l'accueillit d'un regard sceptique. « Tu es la nouvelle ? Claire Dubois, c'est ça ?» Elle hocha la tête, serrant Louis contre elle. « Eh oh, c'est quoi ça, ton fils ? Je n'avais personne pour le garder. Il ne gênera pas, je vous le promets. Je travaillerai dur. » Il la regarda longuement, puis haussa les épaules. « Ce n'est pas à moi d'en décider. Tu restes dans le hangar pour commencer. T'en fais pas remarquer. » Le hangar sentait le mou et le bois humide. On y triait les grappes, les mains allant vite, les conversations basses, entrecoupées de rires et de soupirs. Claire installa Louis dans un coin sombre, dans son panier, et s'attela à la tâche. Les autres ouvriers lui jetèrent des regards curieux, parfois désapprobateurs. Une femme, avec une blouse tachée de jus de raisin, murmura à une autre « On embauche des mères maintenant ? Quelle idée ?» Claire ne répondit pas. Elle coupa, tria, empila, les bras engourdis par l'effort. À plusieurs reprises, elle alla vérifier que Louis dormait encore. Quand il se réveilla en pleurant, elle le prit contre elle, la lettre rapidement, discrètement, à l'abri des regards. Personne ne dit mot, mais elle sentait les murmures dans son dos. À la fin de la matinée, alors que le soleil perçait enfin la brume et réchauffait doucement les toits de tuiles du domaine, Claire s'accorda un instant de répit. Elle s'assit derrière un tonneau renversé, Louis au sein, le regard perdu sur les vignes ondulant dans la lumière dorée. C'était un paysage de carte postale, mais dans son cœur il n'y avait pas de paix, seulement la tension sourde de celle qui attend un jugement. Elle savait qu'un seul mot suffirait à la renvoyer. Son ventre se serra. Elle priait intérieurement que personne ne vienne, que l'enfant reste calme, que les heures passent vite. Elle n'avait pas d'autre option, pas d'autre avenir, juste ce travail, ce jour-là, et peut-être un autre demain. Mais le destin silencieux et patient préparait déjà autre chose. Quelque chose d'inattendu, de plus grand que ce qu'elle aurait pu imaginer. Ce moment, si anodin en apparence, allait tout changer. Le silence régnait dans le hangar, seulement troublé par les bruits réguliers des grappes jetées dans les caisses, des pas feutrés sur le sol poussiéreux et des voix basses échangées entre travailleurs concentrés. Claire, toujours installée à l'arrière du bâtiment, tentait de garder Louis calme contre elle. Elle savait que son geste pouvait être mal interprété, mais elle n'avait pas le choix. Le bébé avait besoin de téter, et aucun endroit ne lui garantissait l'intimité nécessaire. Elle avait trouvé un coin à l'abri des regards directs, entre 2 rangées de tonneaux inutilisés, où la lumière entrait faiblement par une lucarne fissurée. Ce fut un léger bruit, presque étouffé, qui attira son attention. Des pas.
Il n'appartenait ni à l'un des ouvriers ni à l'un des contremaîtres. Il y avait dans ce rythme une assurance posée, un calme chargé de poids. Claire se raidit. Louis s'était endormi juste après la tétée, sa petite tête reposant sur l'écharpe nouée autour de la poitrine de sa mère. Elle se leva doucement, balayant la poussière de sa jupe d'un geste machinal, puis fit un pas en avant, prête à affronter le regard de celui ou celle qui approchait. Il entra sans bruit, comme s'il avait toujours appartenu à ce lieu. Grand, les épaules droites malgré les années visibles sur son visage, Étienne Moreau portait un manteau sombre qui tranchait avec la clarté des murs de pierre. Ses cheveux gris étaient coupés courts, et ses yeux d'un bleu profond observaient le moindre détail avec une intensité presque clinique. Lorsqu'il vit Claire, il s'arrêta net. Elle, de son côté, reconnut immédiatement l'homme dont on parlait dans tous les recoins du domaine. Peu de travailleurs l'avaient vu de près. Certains prétendaient qu'il ne se mêlait jamais aux affaires du personnel. D'autres disaient qu'il ne vivait même plus sur place. Pourtant, là, devant elle, Étienne Moreau n'était ni une légende, ni une silhouette distante. Il était bien réel, debout, à quelques pas, et son regard venait de se poser sur le visage endormi de Louis. Il ne parla pas. Pas tout de suite. Ses yeux s'écarquillèrent, se fixant sur le front du nourrisson, sur la forme de son nez, sur la délicatesse de ses traits. Il recula d'un pas, comme frappé de plein fouet. Claire, confuse, fit un mouvement protecteur en resserrant les bras autour de son fils, sans toutefois baisser les yeux. Elle n'avait rien fait de mal. Elle n'avait rien à cacher. Étienne, soudainement, tomba à genoux. Ce geste, inattendu, brisa l'air tendu qui les entourait. Aucun mot ne fut prononcé. Son visage se décomposa, ses mains tremblèrent, et lentement, des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues marquées. Il ne gémissait pas, ne criait pas, mais le chagrin se lisait dans chaque ligne de son expression. Il regardait l'enfant comme s'il avait vu un fantôme. Claire resta figée. Le temps semblait suspendu. Les sons de l'extérieur réduits à un bourdonnement lointain. Un autre ouvrier, attiré par l'étrange immobilité, entra dans le hangar. Lorsqu'il vit la scène, il s'arrêta net, avant de reculer lentement sans dire un mot, les yeux écarquillés. L'information allait se propager vite, Claire le savait. Le patron, à genoux devant une ouvrière, et son bébé, ce n'était pas une image que le domaine pouvait digérer sans question. Et pourtant, personne ne parlait. C'était comme si chacun ressentait, sans en comprendre la raison, que quelque chose de plus profond était à l'œuvre. Finalement, Étienne se redressa. Il ne dit toujours rien. Son visage était ravagé par l'émotion, mais il reprit une contenance. Il hocha la tête une seule fois, puis tourna les talons et quitta le hangar sans un mot, sans accorder un regard à qui que ce soit. Claire resta là, debout, Louis endormi contre elle, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait pas bougé. Elle ne comprenait rien à ce qui venait de se passer. Les autres employés commencèrent à affluer, poussés par la rumeur. Chacun posait les yeux sur Claire avec une curiosité mêlée de suspicion. On murmurait dans les coins. Une femme osa s'approcher et lui demanda doucement « Tu le connaissais, le patron? Tu lui avais déjà parlé ?» Claire secoua la tête. « Jamais. C'est la première fois que je le vois. » La réponse simple et honnête n'apaisa rien. Au contraire, elle éveilla plus de questions encore. Pourquoi Étienne Moreau, cet homme réputé froid et inaccessible, avait-il réagi ainsi devant un enfant qu'il ne connaissait pas? Pourquoi ces larmes, cette soudaine vulnérabilité, lui dont on vantait la rigueur et la maîtrise? Le contremaître, visiblement secoué, s'approcha à son tour. « Il ne t'a rien dit? Rien du tout ?» ?»« Non, il m'a seulement regardé. Puis, il a vu Louis. » Le silence retomba. La journée reprit, avec une lenteur inhabituelle. Personne ne parla ouvertement de ce qui venait de se produire, mais tous savaient que quelque chose s'était fissuré. Claire, quant à elle, ne parvenait pas à se débarrasser du malaise. Elle n'avait pas peur, pas vraiment. Mais une inquiétude nouvelle s'installait en elle. Cette rencontre étrange avait éveillé des questions qu'elle n'était pas prête à formuler. Elle sentait confusément que le regard d'Étienne Moreau n'avait pas été celui d'un étranger. Il y avait eu dans ses yeux un éclat familier, une douleur intime, presque ancienne. Ce soir-là, de retour chez elle, Claire allongea Louis dans le berceau rudimentaire qu'elle avait construit avec des morceaux de bois récupérés. Elle resta un long moment à le regarder dormir, repensant à chaque détail du visage d'Étienne, à la manière dont ses mains avaient tremblé, à ses genoux frappant le sol
comme s'il s'était écroulé sous le poids d'un souvenir. Elle ne pouvait expliquer ce qui liait cet homme à son enfant. Mais une chose était certaine, après ce jour, rien ne serait plus jamais comme avant. Les jours qui suivirent cette scène imprévisible s'écoulèrent dans un climat étrange, comme si un voile invisible s'était déposé sur le domaine. Le nom d'Étienne Moreau, autrefois murmuré avec respect ou appréhension, revint dans toutes les bouches, mais toujours à voix basse, lesté par la prudence. Ceux qui l'avaient vu ce matin-là, effondré devant le bébé de Claire, ne savaient comment interpréter ce moment de vulnérabilité. D'autres, n'ayant entendu que des récits déformés, s'autorisaient à spéculer avec une certaine témérité, mélangeant ragots et hypothèses hasardeuses. Pourtant, personne ne put nier ce qui se produisit ensuite. Étienne, habituellement omniprésent dans l'ombre de la gestion du domaine, devint soudainement presque invisible. Ses rendez-vous avec les fournisseurs furent annulés. Les réunions de gestion furent reportées sans explication. Même ses promenades matinales dans les vignes cessèrent. Le personnel administratif, tout comme les ouvriers, nota la même chose. Son absence physique, mais surtout mentale, se faisait pesante. Claire, quant à elle, continua son travail comme si de rien n'était, bien qu'au fond d'elle-même, un trouble nouveau la rongeait. Elle ne comprenait toujours pas pourquoi son fils avait provoqué une telle réaction. Elle n'avait jamais croisé Étienne auparavant. Il ne connaissait rien d'elle, et encore moins de Louis. Et pourtant, ce regard, cette chute soudaine à genoux, ces larmes, rien de tout cela n'avait été simulé. Il y avait eu dans ce moment une authenticité qui laissait peu de place au doute. Étienne avait été touché, profondément, par quelque chose que ni elle ni personne ne parvenait encore à expliquer. Le deuxième matin après l'incident, elle arriva au hangar plus tôt que d'habitude. Louis dormait encore, emmitouflé dans sa couverture. Le ciel était clair, mais un vent froid soufflait depuis les montagnes. Elle s'installa en silence à son poste, saluée d'un signe de tête par quelques collègues moins hostiles que les jours précédents. Le ton général avait changé. Les murmures s'étaient apaisés. Il y avait dans l'air une forme de respect implicite, comme si sa simple présence désormais portait quelque chose de plus grand qu'elle. Elle ne cherchait ni regard, ni approbation, mais chacun de ses gestes semblait observé avec un soin nouveau. Elle n'aperçut pas Étienne ce jour-là, ni le suivant. Pourtant, elle sentait sa présence d'une manière diffuse. Elle avait entendu qu'il restait enfermé dans le bureau central de la maison principale, qu'il avait refusé de déjeuner avec ses associés, et que même Madame Lefebvre, sa fidèle gouvernante, n'osait plus lui adresser la parole sans être appelée. Un silence lourd semblait s'être installé entre lui et le reste du domaine, un retrait presque total, mais qui n'était pas un abandon. Il était là, mais ailleurs. Au 4e jour, une rumeur circula. Étienne avait demandé qu'on lui remette les fiches du personnel saisonnier. Personne ne savait pourquoi. Certains pensèrent à un licenciement, d'autres à une vérification administrative. Claire sentit son cœur se serrer, sans pouvoir expliquer pourquoi. Elle se demanda s'il comptait la renvoyer. Peut-être avait-il regretté sa réaction. Peut-être considérait-il désormais sa présence comme un risque, un rappel dérangeant d'un passé qu'il voulait enterrer. L'angoisse monta lentement en elle, et la nuit suivante, elle dormit à peine. Mais le lendemain, rien ne changea. Pas un mot, pas une convocation, pas un regard. Étienne Moreau semblait avoir disparu, mais son ombre, elle, planait sur chacun des gestes du personnel. Même les contremaîtres adoptaient un ton plus bas, plus hésitant. Le domaine, d'ordinaire si réglé, vivait dans une attente muette. Une semaine après la scène du hangar, Claire reçut un message par l'un des intendants. Elle devait livrer une caisse de raisins au manoir, à la demande expresse du propriétaire. L'homme, en lui tendant la note, n'osa croiser son regard. Elle prit la caisse avec calme, mais une tension intérieure la rongeait. En traversant les allées bien entretenues du jardin principal, elle sentit ses jambes trembler légèrement. Elle arriva devant la porte principale, que Madame Lefebvre lui ouvrit avec lenteur. La vieille femme la dévisagea longuement, avec un mélange de tendresse et de prudence. « Il est dans son bureau, dit-elle simplement. Pose la caisse dans l'entrée, s'il te plaît. » Claire obéit, puis se tourna vers la gouvernante, comme pour lui poser une question. Mais rien ne sortit de sa bouche. Elle voulait savoir, comprendre, mais aucune formulation ne lui semblait assez juste. Madame Lefebvre s'approcha alors, baissa la voix et dit « Il n'est plus lui-même depuis ce jour-là. Il ne parle presque plus. Il ne mange pas. Il ne dort guère. Il reste des heures devant la même fenêtre,
sans bouger. Il ne m'a rien dit, mais je crois qu'il a vu quelque chose qu'il ne voulait pas voir. Claire sentit son cœur se contracter. Elle voulut demander ce que cela signifiait, mais Madame Lefebvre posa une main légère sur son bras et ajouta « Il n'est pas méchant, Mademoiselle Dubois. Il est brisé, depuis longtemps, et parfois une fissure suffit pour que tout ressorte. » Puis elle se détourna sans un mot de plus. Claire repartit lentement, son esprit assailli de questions. Que voulait dire cette femme? Que pouvait bien signifier ce quelque chose qu'Étienne aurait vu en Louis? Était-ce un souvenir, une ressemblance, un choc venu d'un passé enterré? Elle n'avait pas de réponse, mais elle savait désormais que cet homme, que tous croyaient inaccessible, portait en lui une douleur plus profonde que ce qu'il laissait paraître. Et cette douleur, d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore, semblait liée à son fils. Le ciel s'était obscurci sans prévenir. Une pluie épaisse tomba sur les vignes, comme un rideau tiré brutalement, effaçant les contours du paysage et piégeant les ouvriers dans les hangars ou sous les tonnelles de fortune, dressés entre les rangées de ceps. Claire, surprise par l'intensité soudaine de l'orage, courut vers l'abri le plus proche avec Louis serré contre elle, enveloppé dans une vieille cape de laine. Le vent frappait les structures en bois, faisant claquer les portes et soulevant les bâches mal attachées. Ce genre de pluie brutale et dense n'était pas fréquente en cette saison, et tous comprenaient qu'il n'y aurait pas de retour au travail avant la fin de l'après-midi, au plus tôt. Dans le vacarme de l'eau martelant les toits, Claire entendit son prénom être appelé à plusieurs reprises. Une silhouette s'approcha d'elle en courant, les chaussures glissant sur la boue. C'était Madame Lefebvre. La vieille gouvernante, trempée jusqu'aux os, semblait agitée. Son visage d'ordinaire si composé exprimait une urgence à peine voilée. Elle prit Claire par le bras, presque sans cérémonie, et l'entraîna à travers les allées détrempées jusqu'à l'entrée du manoir. Sans un mot, elle la fit entrer, referma la porte derrière elle et prit un instant pour reprendre son souffle. Claire, confuse, tentait de calmer Louis qui s'était mis à pleurer, effrayé par le tonnerre qui grondait au loin. Madame Lefebvre s'absenta quelques secondes, puis revint avec une serviette épaisse qu'elle tendit à Claire pour qu'elle essuie son fils. « Je suis désolée de cette précipitation, » dit-elle enfin. « Ce n'est pas une visite officielle, c'est moi qui vous ai fait appeler. J'ai besoin de vous remettre quelque chose, cela ne peut plus attendre. » Elle ouvrit un petit tiroir dans le meuble de l'entrée et en sortit une enveloppe ancienne, aux bords écornés et au papier jauni par le temps. Le nom sur le devant était à peine lisible, mais on pouvait encore distinguer une écriture fine et élégante. La lettre était scellée par un morceau de cire à demi fondu, preuve qu'elle avait été longtemps conservée. « Je l'ai trouvée ce matin », dit-elle en la tendant à Claire. « Elle est tombée du manteau de Monsieur Étienne. Il ne s'en est pas rendu compte. Je pense qu'il ne l'a pas lu depuis des années. Peut-être ne l'a-t-il jamais lu du tout. » Claire hésita. Prendre un objet aussi personnel, destiné à quelqu'un d'autre, allait à l'encontre de son instinct. Mais la manière dont Madame Lefebvre la regardait trahissait autre chose. Ce n'était pas une curiosité. C'était une forme de conviction silencieuse, presque protectrice. Claire tendit lentement la main et prit l'enveloppe. « C'est une lettre de Camille Moreau », murmura la gouvernante, écrite peu avant qu'elle ne disparaisse. Le cœur de Claire fit un bond. Elle connaissait ce nom. Elle l'avait entendu vaguement, dans des conversations floues, mais elle ne l'avait jamais relié à quoi que ce soit de concret. Elle glissa un doigt sous le pli et déchira doucement l'enveloppe. Le papier à l'intérieur était fragile, mais les mots étaient clairs, précis, et d'une écriture tremblante mais soignée. « Étienne, je n'ai plus beaucoup de temps. Ils m'ont dit que l'enfant doit partir ce soir. Je ne sais pas où il ira, ni qui l'élèvera. Ils ne m'ont même pas laissé le tenir une seconde fois. Ils disent que c'est pour ton bien, pour l'image de la famille. Je ne veux pas que tu me pardonnes. Je veux juste que tu saches qu'il est né à l'hôpital de la Croix-Rousse, à Lyon. Il avait déjà cette petite marque sur le front. Une fine cicatrice, juste au-dessus de l'œil gauche, comme si le destin voulait laisser une trace, un repère, quelque chose que toi seul pourrais reconnaître. Je pars sans savoir ce qu'il deviendra. Mais je veux croire qu'un jour tu le retrouveras. Camille. » Claire relut plusieurs fois les lignes. Chaque mot semblait s'enfoncer en elle avec le poids d'une révélation. La Croix-Rousse. C'était le même hôpital où elle avait accouché. La cicatrice. Louis avait la même, une fine marque à peine visible sur la tempe gauche, un détail qu'elle n'avait jamais vraiment questionné,
le genre de choses qu'on attribue à un choc de naissance ou à une imperfection banale. Mais cette lettre donnait à ce signe une signification tout autre. Elle leva les yeux vers Madame Lefebvre qui semblait guetter sa réaction avec une gravité muette. « Vous croyez que… » commença Claire, mais elle n'eut pas le courage d'achever sa phrase. « Je ne crois rien, » répondit la vieille femme d'un ton bas. « Mais je vois les choses qui se répètent, les gestes qu'on cache, les silences qui parlent plus fort que 1000 mots. Cette lettre, mademoiselle Dubois, devait vous revenir. D'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose là-dedans que seul votre cœur peut déchiffrer. » Claire plia la lettre et la rangea précautionneusement dans la poche intérieure de sa veste, là où elle gardait aussi un petit ruban appartenant à son mari. Elle ne savait pas encore quoi faire de ces mots. Devait-elle les montrer à Étienne? Devait-elle les garder, observer, attendre? Ce qui était sûr, c'est que cette lettre ouvrait une brèche. Et dans cette brèche s'engouffrèrent des souvenirs, des noms, des lieux, jusqu'alors sans lien les uns avec les autres. En quittant le manoir, la pluie s'était arrêtée. Le vent avait balayé les nuages vers l'est, et un rayon de soleil timidement perçait entre les feuilles brillantes. Claire reprit le chemin de sa petite maison avec Louis endormi dans ses bras. Le domaine semblait calme, presque paisible, mais elle savait que rien ne l'était vraiment. Pas maintenant. Elle tenait dans sa poche un morceau d'histoire, et peut-être sans encore s'en rendre compte, la clé d'un passé que personne n'avait osé affronter jusqu'à présent. Le soir même, alors que Louis dormait paisiblement dans son berceau, bercé par les craquements discrets du vieux plancher en bois, Claire s'assit près de la cheminée éteinte avec la lettre de Camille posée sur la table. Elle l'avait lue au moins une dizaine de fois depuis qu'elle l'avait reçue. Chaque lecture faisait naître en elle de nouvelles interrogations, mais aussi une certitude grandissante. Quelque chose de plus grand que sa propre histoire se dessinait sous ses yeux. L'évocation de l'hôpital de la Croix-Rousse, la mention de la cicatrice, l'émotion incontrôlée d'Étienne, tout cela ne pouvait pas être le fruit du hasard. Elle repensa à la vieille boîte métallique qu'elle conservait au fond de son armoire, celle que la mère de son défunt mari lui avait donnée peu après les funérailles. À l'époque, Claire, encore en état de choc, n'avait pas eu la force d'en examiner le contenu avec attention. Elle se leva doucement, ouvrit l'armoire et en sortit la boîte, recouverte d'une fine couche de poussière. Elle l'ouvrit lentement, comme si elle redoutait ce qu'elle allait y trouver. À l'intérieur, quelques souvenirs sans grande valeur. Un bracelet d'enfant, une paire de chaussettes de laine tricotées à la main, une mèche de cheveux enveloppée dans un ruban, et au fond, pliée en deux, une vieille photographie noir et blanc. Claire la prit entre ses doigts, ses yeux déjà attirés par une scène figée dans le passé. Sur la photo, un bébé était tenu dans les bras d'une jeune femme inconnue. Le visage de cette dernière était partiellement masqué par une ombre, mais ses traits semblaient doux, les cheveux attachés en chignon flou. Derrière elle, on distinguait nettement la façade d'un bâtiment en pierre recouvert de vignes vierges. Claire n'eut besoin que d'un instant pour reconnaître le lieu. C'était la maison principale de la propriété Moreau. Un détail, pourtant, attira toute son attention. Elle rapprocha la photo de la lampe à pétrole pour mieux voir. Sur le front du nourrisson, au-dessus de l'œil gauche, une fine ligne plus claire, à peine visible, tranchait avec le reste de la peau. Une cicatrice. La même. Claire sentit une bouffée de chaleur lui monter au visage. Elle tourna la photo, espérant y trouver une date, un nom, n'importe quelle information, mais rien. Le revers était vierge. La photo avait été volontairement déchirée sur un côté. Une main avait arraché quelque chose, ou plutôt quelqu'un, qui se tenait à la droite de la femme. Une silhouette manquait, ce qui laissait deviner que l'image originale avait peut-être montré une scène plus complète, un groupe ou une famille. Pourquoi cette déchirure? Qui avait voulu effacer cette présence? Et pourquoi? Claire resta un long moment silencieuse, fixant l'image comme si elle pouvait la faire parler. Elle pensa à son mari. Il ne lui avait jamais parlé de son adoption. Du moins, pas directement. Il avait mentionné quelques tensions familiales, des silences dans son enfance, mais jamais rien de concret. Et maintenant, cette photo, gardée précieusement par sa mère, prenait une nouvelle signification. Avait-elle su? Avait-elle tenté, par ce geste, de lui laisser une piste sans oser tout lui révéler? Le lendemain matin, Claire se leva avec une détermination nouvelle. Le passé de son mari, le comportement étrange d'Étienne, la lettre de Camille, la cicatrice de Louis, cette photo déchirée, tout cela formait un puzzle complexe qu'elle ne pouvait plus ignorer.
Elle devait comprendre. Elle devait savoir. Pas seulement pour elle, mais pour Louis. L'enfant grandirait un jour. Il poserait des questions. Et elle refusait de lui offrir des demi-vérités ou des silences lourds de secrets. En arrivant au domaine ce jour-là, elle glissa la photo dans la doublure de sa veste juste à côté de la lettre. Les autres ouvriers semblaient reprendre peu à peu leurs habitudes. Les regards posés sur Claire étaient moins appuyés. Le quotidien reprenait son cours, mais pour elle, plus rien n'avait de routine. Elle jetait des coups d'œil réguliers vers la maison principale, espérant sans se l'avouer y voir apparaître Étienne. Mais aucune silhouette ne se montra derrière les fenêtres. À la pause de midi, alors qu'elle mangeait seule près du hangar, Madame Lefebvre s'approcha d'elle, portant une petite boîte en bois qu'elle déposa doucement sur la table. « Je ne veux pas m'imposer, dit-elle, mais j'ai reconnu cette cicatrice moi aussi. Je l'ai vue il y a plus de 20 ans, sur un nourrisson que Camille a brièvement tenu dans ses bras, juste avant que la famille ne l'éloigne d'elle. C'était au domaine, une nuit d'automne. La mère d'Étienne ne voulait pas que l'enfant reste ici. Elle disait que cela ruinerait leur nom. Ils l'ont envoyé à Lyon. Camille n'a pas eu son mot à dire. Claire écoutait, figée. « Et vous savez ce qu'il est devenu ?» demanda-t-elle d'une voix blanche. « Non, répondit Madame Lefebvre. Mais cette photo, elle confirme mes soupçons. Camille était venue ici. Elle a tenu cet enfant ici. Et si ce bébé est celui que vous avez sur cette image? Alors, elle n'acheva pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Claire sortit la photo, la déposa sur la table et montra la cicatrice. Puis elle ajouta « Louis a la même, et cette maison, c'est ici. » Madame Lefebvre acquiesça lentement. « Alors il faut chercher la vérité, dit-elle enfin, avant que les souvenirs ne se perdent pour toujours. » Claire hocha la tête. Elle savait ce qu'elle devait faire. La photo n'était pas une simple image. Elle était un fil, tendu à travers le temps, qui reliait son fils à une histoire plus ancienne, plus douloureuse et plus importante qu'elle ne l'avait imaginée. Il était temps de suivre ce fil jusqu'au bout. La pluie avait laissé place à un vent sec qui balayait les feuilles tombées, traçant des arabesques sur le sol terreux entre les vignes. La lumière d'automne, dorée et rasante, rendait le paysage presque irréel, mais pour Claire, le monde avait perdu toute forme de poésie. Depuis la découverte de la photographie et la lecture de la lettre de Camille, chaque geste, chaque regard, chaque mot des gens autour d'elle semblait porteur d'un sens caché. Le travail dans les vignes n'était plus qu'un automatisme mécanique. Elle coupait, portait, triait, mais l'esprit ailleurs, toujours centré sur cette vérité qu'elle sentait approcher sans pouvoir encore la nommer. Madame Lefebvre continuait de l'observer à distance. La vieille gouvernante, autrefois si discrète, semblait de plus en plus préoccupée. Claire sentait en elle une tension, une lutte silencieuse, comme si quelque chose la tourmentait, comme si elle portait un poids trop longtemps gardé. Le soir venu, après que tous les autres ouvriers furent repartis, Claire resta un peu plus longtemps pour nettoyer les outils. C'est alors que la voix de Madame Lefebvre résonna dans le hangar vide, douce mais ferme, avec cette gravité tranquille que seuls les gens âgés savent manier. « Mademoiselle Dubois, j'aimerais vous parler si vous avez un moment. » Claire posa doucement le sécateur qu'elle était en train d'essuyer. Elle se tourna vers la gouvernante, hocha la tête, puis la suivit en silence jusqu'à une petite dépendance attenante à la maison principale. L'endroit modeste et rangé était rempli de meubles anciens, de rideaux épais et d'objets d'un autre siècle. Un feu crépitait doucement dans l'âtre, et l'odeur du bois brûlé se mêlait à celle du thé à peine infusé. Madame Lefebvre l'invita à s'asseoir dans un fauteuil au tissu fané. « J'ai longtemps hésité, » commença-t-elle en versant 2 tasses, « mais je pense que vous avez le droit de savoir. Vous et votre fils. » Claire ne répondit rien. Elle sentait que ce qui allait être dit allait changer quelque chose de profond. Elle serra les mains sur ses genoux, attentive, prête à affronter ce qu'elle pressentait depuis des jours. Il y a plus de 20 ans, Étienne a connu une jeune femme. Elle travaillait ici pendant les vendanges. Elle s'appelait Camille. Elle n'était pas d'ici. Une fille de passage, discrète mais vive, avec un regard que personne n'oubliait. Étienne n'était pas encore le maître du domaine à cette époque. Il revenait tout juste de Paris, après des études. Sa mère, une femme sévère, très attachée aux apparences, voulait qu'il épouse la fille d'un propriétaire voisin. Mais Étienne s'est entiché de Camille. La voix de Madame Lefebvre était posée, sans artifice. Elle ne cherchait pas l'emphase, seulement à transmettre une vérité brute. Leur histoire a duré quelques mois. Ils se voyaient en secret, parfois la nuit, parfois pendant les pauses.
J'étais la seule à le savoir. Je n'ai rien dit. Je voyais qu'ils s'aimaient. Mais un jour, Camille m'a avoué qu'elle était enceinte. Elle était terrifiée. Elle savait que si la famille l'apprenait, elle serait renvoyée. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Claire resta immobile, les yeux fixés sur la vieille femme. La mère d'Étienne l'a congédiée sans explication. Étienne n'a rien pu faire. Il a été envoyé en voyage, prétexte d'affaires. Quand il est revenu, Camille avait disparu. On lui a dit qu'elle était partie d'elle-même. Il n'a jamais su qu'elle attendait un enfant. Moi, je l'ai su plus tard, par une lettre justement. Camille m'a écrit depuis Lyon. Elle avait accouché dans un hôpital public et on lui avait enlevé l'enfant aussitôt. Elle ne l'a vu que quelques minutes, juste assez pour remarquer une petite cicatrice sur le front. Elle espérait qu'un jour Étienne le reconnaîtrait. Mais elle est morte peu après, d'une fièvre, seule, sans famille, sans sépulture digne de ce nom. Madame Lefebvre s'interrompit pour reprendre son souffle, ses yeux brillants d'émotion contenue. J'ai gardé cette lettre. Je ne savais pas quoi en faire. Je n'ai jamais eu le courage de la montrer à Étienne, jusqu'à ce qu'elle tombe accidentellement de sa poche récemment. Peut-être qu'il l'a retrouvée, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que ce jour où il vous a vu avec votre fils, il a reconnu quelque chose. Ce n'était pas un hasard. Claire sentit une vague de froid l'envahir. Tout devenait clair, mais cette clarté l'emplissait de vertige. Vous pensez que mon mari, que celui que j'ai épousé... Oui, coupa doucement Madame Lefebvre. Je pense que votre mari était cet enfant. Celui que Camille a mis au monde à Lyon. Celui qu'on a arraché à sa mère. Celui qu'on a probablement confié à une autre famille, loin d'ici. Le destin, parfois, s'amuse à rapprocher les âmes sans prévenir. Ce que vous avez découvert par cette photo, cette lettre, tout concorde. Et Louis, votre fils, est donc le petit-fils d'Étienne Moreau. Claire porta une main à sa bouche. Elle ne savait que penser. Tout se bousculait en elle. La douleur d'un mari perdu, la colère contre un système de silence, la peur de ce que cela impliquait pour son fils. Étienne, ce patron distant et mystérieux, était en réalité lié à elle par un fil bien plus intime que le simple hasard de l'embauche. « Pourquoi ne lui avez-vous jamais dit ?» demanda-t-elle finalement. « Parce que j'avais peur. Peur de réveiller des douleurs anciennes. Peur de raviver une faute que tout le monde ici a préféré oublier. Mais vous n'avez pas grandi dans ce silence. Vous avez la force de chercher, de comprendre. C'est peut-être à vous de réparer ce qui a été brisé. » Claire quitta la pièce peu après, avec une lenteur inaccoutumée. La nuit était tombée, le vent s'était calmé, et les étoiles perçaient timidement à travers les nuages. Elle marcha sans bruit jusqu'à sa maison, Louis dans les bras. Elle ne savait pas encore ce qu'elle dirait à Étienne, ni comment il réagirait. Mais une chose était sûre, elle ne pouvait plus faire marche arrière. La vérité avait été dite, et désormais, il faudrait y faire face. Le soleil s'était levé sur le domaine de façon pâle, comme s'il hésitait à percer la brume matinale. Claire Dubois se tenait devant la fenêtre de sa maisonnette, observant avec une curiosité lourde de crainte la ligne de collines qui se dessinait à l'horizon. Dans ses bras, le petit Louis dormait encore. Elle avait passé la nuit à relire de nouveau la lettre de Camille. Chaque mot lui paraissait à la fois ancien et brûlant. Elle ne dormait guère, hantée par l'idée que le passé pouvait surgir à tout instant. Aujourd'hui, elle avait décidé. Elle quitterait le domaine pour se rendre à Lyon, fouiller les archives, retrouver des traces de cette femme, de cet enfant, de ce nom que même sa mémoire avait oublié. Elle savait que l'aventure était risquée. Elle mettait en jeu bien plus qu'un simple secret. Elle mettait en jeu son fils, son avenir, le peu de stabilité qu'elle avait réussi à bâtir depuis la mort de Mathieu. Elle prépara un sac modeste, quelques vêtements, une couverture pour Louis, l'enveloppe contenant la lettre et la photographie déchirée. Elle laissa l'enfant à la garde d'une voisine de confiance pour la journée. La vieille voisine accepta sans trop poser de questions. Dans ce village, on connaissait la souffrance de Claire, et la communauté, bien que discrète dans ses murmures, lui témoignait une forme de bienveillance paisible. Claire partit en voiture sur une route sinueuse, traversant les vignobles, les bois et les petites routes de campagne jusqu'à la ville de Lyon. Elle pénétra dans la gare principale, puis prit un tramway pour monter jusqu'au quartier de la Croix-Rousse, là où se trouvait l'hôpital municipal mentionné dans la lettre de Camille. Elle sortit dans la rue dite des Verrières, hâtée, pressée d'atteindre l'adresse qu'elle avait repérée sur une vieille plaque apposée sur un mur, hôpital de la Croix-Rousse. Le bâtiment était imposant, ses briques rouges mélangées à des pierres plus sombres, témoins du temps et des générations.
À l'entrée, un panneau indiquait « Archives municipales », flanqué d'un escalier en colimaçon qui poussait vers le sous-sol. Claire prit une profonde inspiration et descendit les marches. Le lieu était silencieux, presque irréel. Des dossiers empilés, des boîtes métalliques, des registres ouverts sur colonnes et colonnes de noms, de dates, de signatures griffonnées par des secrétaires d'autrefois. Un bibliothécaire aux cheveux grisonnants l'accueillit avec bienveillance lorsqu'il entendit son nom, mais fronça les sourcils quand elle expliqua qu'elle recherchait un dossier très ancien. Il l'emmena vers la salle de consultation, lui tendit un carnet de notes et l'avertit. « Certaines archives sont sensibles. Vous devrez peut-être attendre ou justifier votre démarche. » Claire acquiesça et répondit qu'elle recherchait la vérité pour un enfant. Le bibliothécaire, d'un geste lent, ouvrit un carton marqué « Année 1970, naissance incertaine » et y plongea la main. Il sortit un dossier jaune, dont l'étiquette portait le nom « Moreau Camille ». Claire sentit son cœur s'accélérer. Il déplia les feuilles, les examina, puis lui tendit un feuillet où figuraient les données d'admission, l'hôpital où l'enfant était né et un nom d'adoption porté par un certain Jean Dubois. Claire reconnut aussitôt l'identité qui avait élevé son défunt mari. Le monde sembla vaciller sous ses pieds. Le dossier précisait « Enfant né le 23 novembre 1969, cicatrice frontale gauche visible à la naissance. » Claire lut et relut. Le bibliothécaire se pencha et chuchota « Si vous souhaitez une copie, il faudra patienter. Mais je crois que vous avez ce qu'il vous faut. » Claire rassembla ses forces, remercia l'homme et rangea le dossier dans son sac. Le nom Jean Dubois lui revenait. C'était le père adoptif de Mathieu, son mari. Les pièces du puzzle s'emboîtaient désormais avec une précision crue. Elle ressortit de la salle, le dossier serré contre elle, traversa le hall, presque sans respiration, et monta dans un tramway pour revenir vers le domaine. Le chemin fut long, et l'image de Louis endormi dans le panier sur le siège arrière lui revenait sans cesse. Elle se demandait comment lui dire, comment affronter la vérité et ses répercussions. À son retour, elle trouva l'entrée de la maison principale gardée par le contremaître. Plusieurs ouvriers s'arrêtaient pour la saluer d'un signe un peu soupçonneux, comme s'ils savaient que quelque chose avait changé. Elle franchit la porte, monta l'escalier et se rendit directement à la dépendance, où elle savait que Madame Lefebvre attendait peut-être avec une énergie contenue. La vieille gouvernante la regarda et sans mot acquiesça. Claire posa le dossier sur la table, ouvrit la page et montra à Madame Lefebvre ce qu'elle venait de découvrir. Le silence s'installa, épais. La reconnaissance dans les yeux de la gouvernante fut lente, mais claire. Elle hocha la tête, murmurant « C'était lui ». Le choc de cette vérité fit trembler Claire. Elle demeura assise, immobile, le regard perdu dans le vide. Elle mesura le poids de ses actions. Elle avait fouillé, risqué, cherché. Maintenant, il ne restait qu'à agir. Elle se demanda ce que tout cela changerait pour elle, pour Louis, pour le domaine. Le nom de Moreau planait maintenant comme une ombre sur chaque vigne, sur chaque tonneau, sur chaque geste. Elle savait que ce soir, elle dormirait mal, peut-être irrémédiablement. Et pourtant, une décision se dessinait. Elle ne pouvait plus rester simple ouvrière dans l'ombre du silence. Elle devait, pour son fils, mettre en lumière ce passé qui clouait leur vie. Elle se leva, serra le dossier contre sa poitrine et avança vers la fenêtre. Le soleil déclinait derrière les collines et la lumière s'éteignait lentement sur les rangs de vignes. Dans ce moment suspendu, elle sut que la prochaine étape serait celle de la confrontation. La nuit était tombée sur Saint-Étienne, enveloppant le domaine dans une obscurité calme, seulement ponctuée par les rares lampadaires qui diffusaient une lumière jaune et tremblotante. Claire, de retour de Lyon, n'avait pas encore parlé. Les mots se formaient dans sa gorge sans jamais franchir ses lèvres. Elle avait rangé les documents soigneusement, vérifié plusieurs fois la fiche mentionnant le nom de Camille, la naissance de l'enfant, la mention de Jean Dubois comme tuteur légal. Tout correspondait. Tout la ramenait au même point. Mathieu, son mari, avait été cet enfant confié à une autre famille, élevé loin de la vérité de ses origines. Et elle, Claire, avait mis au monde un fils qui portait le sang d'Étienne Moreau, sans que personne n'en ait conscience. Le lendemain matin, elle prépara Louis comme à son habitude, noua son écharpe sur sa poitrine et le serra contre elle, avant de prendre le chemin de la maison de sa grande-tante, la vieille femme qui avait élevé Mathieu depuis son enfance. Ce n'était pas une visite de courtoisie ni un simple passage, c'était une confrontation attendue, inévitable. En franchissant la grille du petit jardin, Claire sentit son cœur battre plus vite.
Le sol humide craquait sous ses pas, et l'air était chargé d'une tension qu'elle n'aurait su expliquer. Elle frappa 2 fois, doucement. C'est la vieille qui ouvrit, vêtue d'un tablier, les cheveux attachés à la va-vite, les yeux cernés par l'âge, mais vifs. Elle la regarda, surprise par cette visite inhabituelle. « Claire, tu es venue pour Louis? Il va bien ?»« Oui, il va bien, mais je ne suis pas venue pour lui. » Elle entra sans attendre d'invitation et s'installa dans le salon. Elle posa Louis dans son panier sur le canapé, sortit la lettre de Camille, la photographie déchirée, puis les papiers obtenus à l'hôpital. Elle ne parla pas tout de suite. La vieille femme la regardait, figée. « J'ai été à Lyon, » dit Claire enfin. « J'ai cherché dans les archives. J'ai trouvé les dossiers d'adoption. Camille Moreau, l'hôpital de la Croix-Rousse, un bébé né avec une cicatrice sur le front. Et ce nom, Jean Dubois, c'est lui qui l'a élevé. » La vieille baissa les yeux. Elle ne parla pas tout de suite. Elle alla lentement vers la cheminée, s'appuya sur la tablette, comme si ses jambes flanchaient sous le poids des révélations. Claire continua. « C'était Mathieu, n'est-ce pas? Le bébé de Camille, le fils qu'on a arraché à sa mère et confié à votre frère. » Le silence fut plus éloquent que 1000 aveux. Puis la voix de la vieille femme, cassée, s'éleva dans la pièce. « Oui, c'était lui. Jean ne voulait pas d'enfant. Mais un ami de la famille Moreau lui a demandé un service. L'enfant devait disparaître des registres officiels, mais pas du pays. Il a accepté. Il a promis de ne rien dire. Il ne savait pas tout, seulement qu'il devait protéger un enfant né dans le scandale. Je l'ai aidé. J'ai élevé ce petit. Il ne savait rien. Il n'a jamais su. » Claire se leva, la gorge serrée. Il aurait dû savoir. « Tu crois que ça aurait changé quelque chose? Il était aimé, nourri, protégé. Et quand il t'a rencontré, il a enfin été heureux. » Claire s'approcha d'elle. « Et moi? Tu crois que j'aurais préféré vivre dans l'ignorance? Que Louis n'a pas le droit de savoir d'où il vient? Son grand-père est vivant. Il est là. Et il l'a vu. Il a compris. Il a reconnu quelque chose que moi, je ne voulais pas voir. » La vieille femme s'effondra sur le fauteuil, le regard perdu. On pensait protéger tout le monde. On pensait que le silence était moins cruel que la vérité. Claire ramassa les documents, reprit Louis dans ses bras et se dirigea vers la porte. Le silence a détruit Camille. Il a isolé Étienne. Il a brisé une génération entière. Moi, je ne le laisserai pas détruire mon fils. Elle quitta la maison sans se retourner. De retour chez elle, elle resta longtemps à observer Louis jouer avec un petit objet en bois. Une pièce trouvée dans les affaires de son mari. Un jouet ancien, sculpté à la main, que Mathieu avait toujours gardé, sans vraiment savoir d'où il venait. C'était peut-être la seule chose qu'il possédait de ses origines et qu'il avait, sans le savoir, transmis à son propre fils. Claire comprenait maintenant pourquoi Étienne avait réagi ainsi ce matin-là dans le hangar. Il n'avait pas vu un bébé inconnu. Il avait vu dans les traits de Louis un reflet de son propre fils, celui qu'il n'avait jamais connu. Cette ressemblance, cette cicatrice, ce jouet même, tout formait un enchaînement d'indices que seul un regard de père pouvait reconnaître. La vérité pesait désormais sur ses épaules, mais elle savait qu'elle ne pouvait plus la porter seule. Elle se tenait au bord d'un choix, affronter Étienne avec tout ce qu'elle savait, ou continuer de vivre dans un mensonge confortable. Mais Claire n'avait jamais fui la difficulté. Elle n'avait jamais choisi la facilité. Ce soir-là, elle écrivit une lettre brève, sans fioriture. Elle y joignit une copie de la photographie, de la lettre de Camille et de l'extrait d'archives. Puis elle marcha jusqu'à la maison principale du domaine, glissa l'enveloppe sous la porte du bureau d'Étienne et repartit sans attendre de réponse. Elle n'avait pas besoin de mots. Les faits parlaient d'eux-mêmes. En rentrant, elle prit Louis dans ses bras et l'allongea contre elle, le berçant doucement. Elle ne savait pas ce que le lendemain lui réserverait, mais elle se sentait plus forte, parce qu'elle avait regardé la vérité en face. Parce qu'elle avait refusé de taire ce que d'autres avaient étouffé pendant des décennies. Parce que son fils, lui, méritait de grandir avec des racines, même douloureuses, plutôt qu'avec des illusions. Le matin s'était levé dans une clarté fragile, avec cette lumière hésitante des jours d'automne où le soleil semble ne pas oser s'imposer. Claire se réveilla avant l'aube. Louis dormait encore dans son petit berceau, les poings serrés sous son menton. Depuis la veille, elle n'avait eu aucune nouvelle d'Étienne. L'enveloppe avait été déposée, mais aucun mot, aucun geste, aucun signe n'avait suivi. Elle ne savait pas comment il réagirait.
Peut-être ignorerait-il simplement ce qu'elle avait eu le courage de dévoiler. Peut-être chercherait-il à la faire renvoyer pour éviter un scandale. Mais elle ne regrettait rien. Elle avait agi avec sincérité. Elle avait rétabli les faits. Ce fut peu après 9 heures du matin que Claire entendit frapper à sa porte. 3 coups secs espacés, sans insistance. Elle s'approcha, ouvrit doucement. Étienne Moreau se tenait là, seul, sans manteau, sans chapeau, ses cheveux légèrement décoiffés par le vent. Il ne parlait pas. Son regard se posa d'abord sur Claire, puis glissa lentement vers l'intérieur de la maison, là où Louis était visible, assis sur une couverture, jouant avec le petit jouet en bois. Un silence épais s'installa entre eux. Claire, sans dire un mot, fit un pas en arrière et lui fit signe d'entrer. Étienne franchit le seuil comme un homme au bord de l'effondrement. Il regardait autour de lui sans vraiment voir. Il s'approcha du bébé, s'agenouilla lentement devant lui, posa un genou à terre et tendit la main sans toucher. Louis leva les yeux, le regarda quelques secondes, puis, d'un geste spontané, tendit le jouet vers lui. Étienne le prit entre ses doigts, tremblant. C'était une petite toupie sculptée à la main, avec une gravure à peine visible sur le manche. Un monsieur Étienne resta figé. « C'était la sienne », murmura-t-il. « Je l'avais faite quand j'étais jeune, juste avant que tout change. » Sa voix était grave, fendue par l'émotion. Il releva lentement les yeux vers Claire. Il l'a gardée, toute sa vie. Il ne savait pas d'où elle venait, n'est-ce pas? Claire secoua la tête. Il disait que c'était un vieux jouet trouvé dans une boîte. Il aimait le regarder tourner. Il disait qu'il ne savait pas pourquoi, mais ça le calmait. Étienne serra le jouet dans sa main, puis le reposa doucement sur la couverture. Il s'assit, les jambes repliées, les bras autour des genoux. Il regardait Louis comme s'il observait quelque chose de précieux, d'irréel. « Je n'ai pas eu le courage, dit-il après un moment. Quand Camille est partie, j'étais jeune, lâche, dépendant de ma famille. Je n'ai jamais été capable de lui résister. Ma mère a tout fait pour effacer Camille de ma vie. Elle m'a dit qu'elle était partie d'elle-même, je l'ai cru. Ou plutôt, j'ai voulu la croire. C'était plus simple ainsi. Je n'ai su la vérité que bien plus tard. Et même alors, je n'ai rien fait. J'ai laissé passer les années. Je me suis réfugié dans le travail, dans les chiffres, dans les bouteilles. Mais je n'ai jamais oublié. » Claire l'écoutait sans intervenir. Elle n'avait pas besoin de poser de questions. Chaque mot de l'homme confirmait ce qu'elle avait déjà compris. « Quand je vous ai vu ce jour-là avec votre fils, c'était comme si le passé revenait me frapper en plein visage. J'ai vu ses yeux, ses traits et cette cicatrice. C'était lui. C'était mon fils dans le visage de votre enfant. Et j'ai su. Sans doute. Sans preuve. J'ai su. » Il prit une longue inspiration, se redressa, puis croisa enfin le regard de Claire. « Je ne veux pas bouleverser votre vie. Je ne veux pas m'imposer. Mais je suis là. Je suis son grand-père, et je veux être digne de ce nom. Pas par obligation, pas pour effacer ma faute, mais parce que je le ressens, parce que je l'aime déjà. » Claire, les bras croisés, resta immobile quelques secondes. Elle s'approcha, ouvrit un tiroir, en sortit la photographie, la lettre de Camille et les documents de l'hôpital. Elle les posa sur la table. « Je vous rends ce qui vous appartient. La lettre, la photo, les preuves. Ce sont les fragments de votre histoire. Et de celle de Louis. Je n'ai rien à cacher. Je veux juste que les choses soient claires. Je ne veux pas de compensation. Je ne veux pas de privilèges. Mon fils n'a pas besoin d'un grand-père riche. Il a besoin d'un homme honnête, stable, capable de l'aimer, capable de réparer non par devoir mais par humanité. » Étienne acquiesça lentement. « Je n'ai jamais su être père. Je ne sais pas si je saurais être grand-père, mais je peux apprendre, si vous me laissez une chance. » Claire le regarda un moment sans parler. Elle pensait à son mari, à Mathieu, à tous ces silences qu'il avait portés sans le savoir. Elle pensait à Camille, morte seule, à Lyon, sans avoir pu nommer son enfant. Elle pensa à son fils, là, qui jouait avec innocence, sans se douter des drames tissés avant sa naissance. « Vous pouvez commencer simplement, » dit-elle. « Samedi matin, je dois travailler tôt. Si vous le souhaitez, vous pouvez venir ici, le garder un moment. Lui lire une histoire. Le promener dans les vignes. Rien d'extraordinaire, juste être là. » Étienne parut surpris, presque déstabilisé. Il hocha la tête. « Tous les samedis matins. Je viendrai. » Claire tendit la main. Il la serra. Une poignée ferme, humaine. Claire savait que ce geste ne réparait pas les années perdues, mais c'était un commencement. Un pas vers quelque chose de différent, quelque chose de vrai.
Lorsqu'Étienne repartit, le silence retomba dans la maison. Mais ce n'était plus un silence pesant. C'était une respiration nouvelle, un équilibre fragile. Claire s'assit près de Louis qui babillait en regardant tourner sa toupie. Elle posa une main sur sa tête, puis ferma les yeux. La vérité avait éclaté, et malgré la douleur, malgré les blessures, un chemin s'ouvrait enfin devant eux. Le samedi arriva, et avec lui cette lumière franche de l'automne qui révélait chaque détail du paysage, des murs écaillés du domaine aux vignes qui roussaient lentement. Claire s'était levée tôt. Louis babillait déjà dans son berceau quand elle l'habilla d'un pull de laine tricoté par la vieille voisine, puis lui donna un biberon. Le calme de la maison était trompeur. Elle savait que cette journée porterait en elle une confrontation nécessaire, celle qui devait avoir lieu entre deux générations, entre le passé longtemps étouffé et un présent prêt à le regarder en face. À 8 heures précises, un coup discret à la porte rompit le silence. Claire ouvrit. Étienne se tenait là, vêtu simplement, tenant dans sa main un petit livre d'images. Il sourit à Louis, puis salua Claire d'un hochement de tête. Sans mots superflus, il entra et s'installa sur la grande couverture étalée au sol. Louis, intrigué, s'approcha aussitôt. Et Étienne, sans forcer, commença à tourner les pages du livre, pointant du doigt les animaux dessinés, nommant les sons, imitant les cris. Le petit éclata de rire en entendant le cri du cochon. Claire observa cette scène depuis la cuisine, une main posée sur la table, le regard absorbé. 1 heure passa ainsi, puis une autre. Elle prit une décision. « Je dois partir un moment, dit-elle. Continuez. Il vous écoute. » Elle s'éclipsa, traversa la cour, longea les vignes jusqu'à la maison principale. Là, elle entra par la porte arrière, gravit l'escalier qui menait au bureau d'Étienne. Ce dernier n'y était pas. Elle s'assit dans le fauteuil en cuir, près de la fenêtre, et attendit. Elle voulait que cette discussion ait lieu sur son territoire à lui, là où pendant des années, il avait dirigé sans jamais être remis en question. Quand Étienne rentra, il fut surpris de la trouver là. Il referma doucement la porte et resta debout, face à elle. « Vous m'attendiez ?»« Oui, il est temps que nous parlions. Pas de Camille, pas de Louis, pas même de Mathieu, de vous. » Il ne bougea pas. Claire reprit. « Vous avez vécu dans le silence, dans le déni. Vous avez laissé votre famille effacer votre fils, puis vous avez laissé le temps le recouvrir comme la poussière sur ce bureau. Mais maintenant vous savez, et vous êtes en face de la seule personne qui peut vous demander des comptes sans vouloir vous nuire. » Il la regardait avec attention. Il ne tentait pas d'interrompre. « Vous avez été lâche. Vous ne l'avez pas cherché. Vous avez accepté l'absence comme une habitude. Et aujourd'hui, vous arrivez avec vos remords, espérant peut-être une forme de rédemption. Mais ce n'est pas à moi de vous la donner, ni à Louis. » Étienne se laissa tomber dans le fauteuil en face d'elle. Il passa une main sur son visage. Claire poursuivit. « Je vous laisse entrer dans la vie de mon fils. Pas pour combler un vide, pas pour soulager votre conscience. Je vous laisse faire partie de son quotidien à une condition, que vous soyez là, que vous ne fuyiez pas. Que vous acceptiez de répondre un jour à ces questions. » Étienne leva lentement les yeux vers elle. « Je ne sais pas si j'en suis capable. Alors apprenez, vous ne pourrez pas réparer ce que Camille a vécu. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Mais vous pouvez éviter que Louis grandisse avec les mêmes silences. Il ne doit pas devenir un adulte qui cherche des réponses dans des papiers jaunis. » Étienne se redressa légèrement. « Je vous ai lu, Claire, la lettre, le dossier, la photo, tout. Et je n'ai pas dormi depuis. J'ai revu chaque moment, chaque décision, et j'ai compris à quel point j'ai été faible. Je ne veux plus l'être. » Claire se leva, s'approcha de la fenêtre et regarda les vignes. « Ce domaine, vous l'avez fait prospérer. Mais à quel prix? Vous y avez sacrifié ce que vous aviez de plus vivant, Camille, votre fils. Et aujourd'hui, la vie vous offre une chance, pas de réparer, mais de continuer, de transmettre autre chose. » Elle se retourna. Louis n'a besoin ni d'un patron ni d'un homme d'affaires. Il a besoin d'un repère, d'un homme qui sait se mettre à genoux pour jouer, d'un homme qui reconnaît ses erreurs et reste quand même. Étienne hocha la tête. « Je resterai. » Claire ne répondit pas. Elle sortit du bureau, laissant Étienne seul avec ses pensées. Quand elle revint à la maison, Louis dormait profondément sur la couverture, une main tenant encore la toupie sculptée. Étienne l'avait couché là, couvert d'une petite couverture. La pièce était en ordre, paisible. Elle s'assit à côté du berceau,
caressa doucement les cheveux de son fils, puis leva les yeux vers la fenêtre. Le ciel était clair, sans nuages. Elle pensa à tout ce qu'ils avaient à traverser, au mensonge, au poids du silence, à la douleur de la vérité, mais aussi à ce moment simple, réel. Un homme assis sur un tapis, lisant un livre à un enfant qui riait. C'était peu, mais c'était beaucoup, parce que dans ce geste, il y avait la promesse d'une présence. Et parfois, c'est tout ce dont un enfant a besoin. Les jours passèrent, et le samedi devint un rendez-vous attendu. Étienne, ponctuel, se présentait à la porte de Claire chaque matin avec un objet différent. Un livre, un petit instrument de musique, une boîte remplie de pierres colorées. Louis, qui d'abord le regardait avec curiosité, commença peu à peu à l'accueillir avec des sourires, puis des rires, puis enfin des gestes tendres. Claire observait, sans intervenir, ses débuts de relation. Il ne s'agissait pas d'un remplacement, ni d'un effacement du passé. Il s'agissait de construire quelque chose de simple et réel à partir d'un passé lourd et abîmé. Mais cette proximité nouvelle, bien qu'encourageante, éveillait aussi en elle des doutes. Un matin, alors qu'elle récoltait les dernières grappes avec d'autres saisonniers, Claire fut appelée par le contremaître. Il lui remit une enveloppe scellée portant le sceau du domaine Moreau. Elle l'ouvrit à l'ombre d'un arbre. C'était une proposition officielle. Étienne lui offrait un logement plus grand, rénové, situé dans l'une des anciennes dépendances du domaine, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée avec un salaire supérieur. Elle aurait également droit à une aide pour la garde de Louis et un accès libre aux installations du domaine. Claire resta longtemps assise avec la lettre dans les mains. Ce geste, en apparence généreux, soulevait en elle une profonde inquiétude. Elle craignait que cette proposition, bien qu'animée par de bonnes intentions, ne soit aussi une tentative d'effacer les vérités gênantes, de recouvrir les blessures anciennes avec un vernis de confort. Elle redoutait surtout une chose, que Louis grandisse avec un homme dont la présence serait à nouveau partielle, symbolique, distante. Le soir venu, elle attendit qu'Étienne vienne chercher Louis pour leur habituelle matinée du lendemain. Lorsqu'il arriva, elle le fit entrer. Mais cette fois, elle n'alla pas chercher son fils tout de suite. Elle l'invita à s'asseoir. Elle avait la lettre dans les mains. « J'ai lu votre proposition », dit-elle d'un ton neutre. Étienne hocha la tête. « Je voulais vous offrir un peu de stabilité. Vous et Louis, ce n'est que justice. » Claire posa la lettre sur la table. « Je vous remercie, mais je n'accepte pas. » Le silence fut immédiat. Étienne resta immobile. Claire poursuivit. « Ce que vous proposez est peut-être généreux, mais ce n'est pas ce dont nous avons besoin. Louis n'a pas besoin d'un domaine. Il n'a pas besoin de vivre dans le confort d'une vérité à moitié intégrée. Il a besoin d'un homme, ici, présent, engagé, pas de cadeau, pas de compensation. Ce que je vous demande, ce n'est pas un logement ni un contrat, c'est du temps, de l'implication, de la régularité. » Étienne baissa les yeux. Il semblait comprendre. « Je pensais bien faire, dit-il simplement. Je sais. Mais vous avez été absent toute une vie, vous ne pouvez pas compenser cela par un acte administratif. Vous m'avez demandé de vous laisser une chance. Je vous l'ai donnée, mais c'est vous qui devez la remplir. Et cela ne passera pas par l'argent, cela passera par les moments partagés, par les gestes quotidiens. Louis ne saura jamais combien vaut ce domaine, mais il saura combien vous êtes capable d'être là quand il aura besoin de vous. » Étienne se redressa lentement. « Que voulez-vous que je fasse ? Soyez là, mais pas en tant que grand-père occasionnel. Apprenez à le connaître, à l'aimer pour ce qu'il est. Et surtout, ne soyez pas un homme que l'on croise uniquement lors des moments choisis. Je ne veux pas de visite protocolaire, je veux de la présence, du concret. Soyez son référent, pas son mécène. » Il la regarda longuement. « Vous êtes plus forte que je ne l'ai jamais été. Ce n'est pas de la force, c'est de la nécessité. Quand on élève un enfant seul, on ne peut pas se permettre de rêver. Il faut agir, choisir. Et moi, je choisis pour lui. » Étienne se leva. Il hocha la tête. « Très bien, je viendrai samedi matin. Non pas en tant qu'homme de pouvoir, mais en tant que simple homme, si vous me l'autorisez. » Claire acquiesça. « C'est tout ce que je vous demande. » Il partit sans ajouter un mot. Le samedi suivant, il arriva de nouveau à l'heure, mais cette fois sans rien en main. Il n'apporta ni livre, ni jouet, ni promesse, juste lui-même. Et cette simplicité-là, Claire la comprit comme un début sincère. Dans les jours qui suivirent, Claire refusa les propositions d'emménagement.
Elle resta dans sa modeste maison, préférant préserver son indépendance et son rythme. Elle continua de travailler dans les vignes, renforçant peu à peu sa place dans l'équipe. Les autres ouvriers, qui avaient longtemps gardé leur distance, commencèrent à l'inclure dans les conversations, à lui poser des questions, à la saluer avec chaleur. Le domaine, lentement, semblait changer. Pas dans ses structures, mais dans son atmosphère. Une autre forme de respect s'installait. Plus humaine, moins hiérarchique. Claire n'en était pas l'unique cause, mais sa détermination, son refus des compromis faciles, avaient marqué les esprits. Elle n'était plus seulement la jeune veuve avec un enfant. Elle était devenue un pilier silencieux, une figure de confiance. Louis, quant à lui, grandissait entouré de regards bienveillants. Étienne était là, chaque samedi. Parfois silencieux, parfois maladroit, mais présent. Il apprenait à porter le petit, à changer une couche, à raconter une histoire sans trop bafouiller. Claire observait sans intervenir. Elle voyait un homme qui tentait, qui apprenait, qui reconnaissait ses failles sans les dissimuler. Et dans cette constance nouvelle, Claire commençait, elle aussi, à desserrer les poings. Non pas à oublier, mais à admettre qu'un lien pouvait naître, même sur les ruines d'un passé brisé. Un lien qui ne prétendait pas réparer, mais qui osait exister. Avec les semaines qui s'étiraient, les marques du changement devenaient visibles, non pas dans les discours, mais dans les gestes les plus simples. La propriété Moreau, autrefois figée dans sa solennité, commençait à respirer autrement. Ce n'était ni une transformation radicale, ni une rupture affichée. C'était une évolution discrète, portée par les décisions de Claire, la constance d'Étienne et la présence lumineuse de Louis, qui devenait peu à peu une figure familière dans les allées du domaine. Les ouvriers, d'abord réservés, s'étaient habitués à voir le petit enfant courir entre les rangs de ceps, guidé parfois par Étienne lui-même, plié en deux pour lui montrer un escargot ou une pierre plate. Cette image, inimaginable il y a encore quelques mois, semblait désormais naturelle. Claire, de son côté, avait gagné en sérénité. Elle continuait à travailler avec rigueur, ne demandant aucun traitement de faveur. Son emploi était désormais stable, reconnu, et elle était sollicitée pour participer à des réunions internes, proposer des ajustements, gérer des plannings. Elle n'avait pas cherché cette place, mais elle l'avait méritée, et personne ne contestait cela. Le contremaître, qui l'avait initialement accueillie avec méfiance, avait fini par la saluer avec sincérité, respectant son engagement et son calme. Les autres ouvriers la consultaient pour des conseils, des avis, comme on le ferait avec une collègue d'expérience. Mais le véritable signe d'un changement en profondeur fut l'initiative lancée par Étienne, qui, après des semaines d'observation, prit la parole lors d'une réunion mensuelle devant tout le personnel. Il annonça la création d'une nouvelle section dans le domaine, dédiée à des activités éducatives et culturelles, ouvertes aux enfants du village et aux familles des ouvriers. Cette initiative porterait le nom de Camille. Le choix de ce nom ne fut expliqué à personne, mais ceux qui savaient, ceux qui avaient perçu les événements récents, comprirent immédiatement. Étienne, sans exposer le passé, honorait enfin une mémoire longtemps refoulée. Les travaux commencèrent au début du mois de mai. Une ancienne grange fut réaménagée. Des outils anciens furent restaurés et exposés, des espaces de jeu furent créés avec des matériaux naturels. Claire participa activement à l'organisation, dessinant les plans, coordonnant les équipes, prenant des décisions. Elle s'impliqua avec une énergie nouvelle, sentant que ce projet, bien qu'inspiré par une histoire douloureuse, portait en lui quelque chose de constructif, une manière de transformer le silence en transmission. Chaque samedi, Étienne continuait à venir passer du temps avec Louis. Il ne se contentait plus de lire des histoires. Il cuisinait parfois pour lui, réparait des objets cassés, lui apprenait à reconnaître les feuilles, les outils, les gestes simples du métier de vigneron. Un lien s'était installé entre eux, solide, tranquille. Ce n'était pas une affection bruyante, mais une présence stable. Louis, sans comprendre encore tout ce que représentait cet homme, l'accueillait avec naturel, lui tendait la main, s'endormait parfois contre lui sans appréhension. Claire, attentive, ne laissait rien passer. Elle observait, mesurait, évaluait. Elle voyait en Étienne un homme transformé, non par miracle, mais par confrontation lente avec ses erreurs. Il ne parlait jamais de son fils disparu, de Camille, de ce qu'il aurait pu faire différemment. Mais dans son regard, dans son comportement, il portait l'empreinte de ce passé et surtout la volonté de ne pas le reproduire.
Un jour, alors qu'ils terminèrent de ranger les outils dans la nouvelle salle pédagogique, Étienne dit à Claire sans solennité « Je ne savais pas que réparer pouvait être aussi difficile. » Claire lui répondit simplement « C'est parce que réparer, ce n'est pas revenir en arrière. C'est construire autre chose, à partir de ce qui reste. » Il hocha la tête. Aucun mot de plus ne fut nécessaire. Le jour de l'inauguration de l'espace Camille, le village entier était présent. Les enfants couraient partout, les familles prenaient des photos, les anciens du village échangeaient des souvenirs. Claire tenait Louis par la main. Il tenait dans l'autre sa toupie en bois, celle transmise de génération en génération, témoin silencieux de toute l'histoire. Étienne fit un discours bref, remerciant les équipes, soulignant l'importance de la mémoire et de la transmission, sans entrer dans les détails. Il évoqua simplement une femme courageuse qui n'avait jamais eu sa place ici, et qui pourtant en avait toujours fait partie. Les mots étaient justes, dosés, respectueux. Le lendemain, les activités commencèrent. Les enfants du village vinrent apprendre les premiers gestes de la récolte, écouter des histoires sur le raisin, le vin, le sol. Louis, trop jeune encore pour tout comprendre, regardait, écoutait, imitait. Il grandissait entouré de bienveillance, d'attention, de simplicité. Il ne vivait pas dans le luxe, mais dans une forme de stabilité précieuse, faite de visages familiers, de mains tendues, de gestes répétés avec douceur. Claire, pour la première fois depuis longtemps, sentit qu'elle pouvait se projeter, non pas rêver à un avenir idéal, mais construire un présent solide, durable. Elle ne pensait plus en termes de survie, mais d'équilibre. Le domaine, avec ses murs épais, ses rangs de ceps, ses pierres anciennes, était devenu autre chose qu'un lieu de travail. C'était désormais un lieu de vie. Elle savait que tout ne serait jamais parfait. Le passé ne s'efface pas. Les absents ne reviennent pas. Les erreurs commises laissent des traces. Mais elle savait aussi que tout ce qui était fait maintenant, chaque geste, chaque choix, portait une intention nouvelle. Et cela suffisait pour croire que, malgré les pertes, il était encore possible d'honorer la vie. En cette fin d'après-midi d'automne, l'air portait cette odeur caractéristique de terre humide et de feuilles tombées, une fragrance douce amère propre aux vendanges qui s'achèvent. Les rangs de vignes s'étiraient sous la lumière dorée, et la colline, paisible, semblait veiller sur le domaine Moreau comme un témoin silencieux des mois écoulés. Claire, assise sur le vieux banc en bois installé près de l'ancien pressoir, observait Louis qui jouait à quelques mètres d'elle, ses petites mains manipulant avec attention la toupie de bois sculptée. Étienne était accroupi à côté de lui montrant comment lancer l'objet pour qu'il tourne plus longtemps. La toupie vacillait puis s'élançait, rapide, dessinant des cercles parfaits sur les dalles de pierre. Claire restait immobile, les yeux fixés sur cette scène. Il n'y avait rien d'extraordinaire dans ce moment. Rien qui, pour un regard extérieur, justifie une attention particulière. Et pourtant, dans cette banalité apparente, se concentrait tout ce qu'elle avait espéré depuis des mois. Un instant de calme, de cohérence, de lien vrai entre deux êtres que la vie n'avait jamais prévu de réunir. Louis riait en voyant la toupie ralentir, puis tomber. Étienne en ramassait une autre, plus petite, qu'il avait fabriquée lui-même les jours précédents dans l'atelier du domaine. Il lui montra comment la tenir entre le pouce et l'index, comment donner l'impulsion. L'enfant l'imita, maladroitement d'abord, puis de manière plus assurée. Il s'agissait de gestes simples, de ceux que l'on oublie souvent, mais qui façonnent les souvenirs les plus solides. À quelques pas, Claire sentait en elle un mélange complexe de soulagement, de gratitude discrète et d'une forme de tristesse douce. Pas la tristesse amère, mais celle plus mature, qui reconnaît que toute histoire, même la plus douloureuse, peut contenir des instants de paix. Étienne se redressa, épousseta ses genoux et s'approcha de Claire. Il s'assit à côté d'elle, sans rien dire d'abord. Tous deux regardèrent Louis continuer à jouer, imperturbable, concentré sur ses toupies. « Il a votre détermination, dit finalement Étienne. Quand il veut apprendre quelque chose, il ne lâche rien. »« Il tient ça de son père, » répondit Claire sans détour. Mathieu avait ce trait-là, il ne laissait jamais une chose inachevée. Étienne acquiesça lentement. Il n'avait jamais osé prononcer le nom de son fils défunt à voix haute en présence de Claire. Ce moment marquait une nouvelle étape. « Je n'ai pas connu mon fils, » murmura-t-il. « Pas comme j'aurais dû, et je n'aurai jamais cette chance. Mais je peux connaître son fils.
Pas pour le remplacer, mais pour lui rendre un peu de ce que je lui ai volé, même sans le vouloir. Claire tourna la tête vers lui. Vous ne pouvez pas réparer ce qui a été détruit, mais vous pouvez construire autre chose, quelque chose de solide, pas sur la culpabilité, mais sur la présence, sur la sincérité. Il hocha la tête. Il savait qu'elle avait raison. Le soleil commençait à descendre derrière les collines, projetant des ombres allongées sur la terre fraîchement labourée. Des silhouettes se dessinaient au loin. Quelques ouvriers regagnaient leur maison. Un tracteur rentrait lentement au hangar. Les cris d'enfants résonnaient près du verger. La journée touchait à sa fin, et avec elle, une étape importante de l'histoire de Claire, de Louis et d'Étienne. La rénovation de l'espace Camille avait été un succès. Les enfants du village venaient chaque mercredi découvrir les métiers du vin, les cycles de la vigne, l'histoire du domaine. Les anciens racontaient des anecdotes. Les plus jeunes posèrent des questions, et le lien entre générations se resserrait. Claire s'y impliquait chaque semaine, animant des ateliers, encadrant des jeux, expliquant les gestes du quotidien qui, autrefois, semblaient invisibles. Elle avait trouvé sa place, non seulement dans le domaine, mais dans la communauté. Étienne avait changé. Il ne s'imposait plus par la parole ni par le statut. Il agissait, il écoutait, il observait, il s'effaçait parfois, laissant les autres prendre les décisions. Mais il était toujours là, régulier, attentif. Et surtout, il était devenu pour Louis une figure stable. Pas un héros ni une légende, mais un homme fiable. Un grand-père qui venait, qui jouait, qui restait. Claire sentit un frisson parcourir ses bras. Non pas à cause du froid, mais parce que ce moment, ce simple après-midi de jeu et de lumière, marquait la fin d'un long chemin. Un chemin fait de silence, de révélations, de peur et de choix difficiles. Et aujourd'hui, enfin, elle pouvait se permettre de respirer. Louis s'approcha d'elle, la toupie dans la main. « Regarde, maman. Elle tourne toute seule maintenant. » Claire le prit dans ses bras, le serra contre elle, et regarda la toupie qui glissait encore sur la pierre. Elle pensa à Mathieu, à Camille, à tout ce que ce petit objet avait traversé. D'un père inconnu à un fils ignoré, puis d'un fils perdu à un petit-fils retrouvé. Un jouet, 2 générations. Une continuité improbable, mais réelle. Étienne posa une main sur l'épaule de Claire. « Merci de m'avoir laissé entrer. » Elle répondit sans se tourner. « Ce n'est pas moi que vous devez remercier, c'est lui. » Ils regardèrent tous deux Louis, qui lançait de nouveau la toupie, le visage illuminé par le dernier rayon de soleil. Dans ce champ autrefois marqué par le silence, fleurissaient désormais des liens, des rires et la promesse discrète d'un avenir plus juste. Il n'y avait plus de secrets à cacher, seulement des histoires à raconter. Et pour la première fois depuis longtemps, Claire savait qu'elle n'aurait plus à les porter seule.